Bonjour mesdames, bonjour messieurs, heureux que vous participiez à cette rencontre qui va nous permettre d'explorer un livre qui m'a particulièrement marqué, je dirais même, Le secret d'Adèle de Valérie Trierweiler. Bonjour Valérie Trierweiler. Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis vraiment très très heureux d'être là et très honoré aussi, parce que j'ai le bonheur de rencontrer une belle écrivaine. Vous préférez écrivain ou écrivain? Comme vous le souhaitez, je n'ai pas de religion, Moi non plus. J'aimerais que vous nous disiez, Valérie, d'abord, comment vous êtes arrivée à cette histoire, si c'est la journaliste qui vous y a guidé, journaliste de Paris Match, ou si c'est la femme intéressée par un destin de femme très très particulier. Alors je dirais les deux. C'est vrai que c'est au départ Paris Match qui m'a guidée vers Adèle. On m'avait commandé un article sur l'histoire du tableau. Non pas sur l'histoire d'Adèle, mais sur l'histoire du tableau. Sans doute certains d'entre vous le savent, ce tableau avait été spolié par les nazis en 1938. Et la nièce d'Adèle, qui s'était réfugiée aux États-Unis, s'est battue pendant près de 50 ans contre l'État autrichien pour que ce tableau lui soit restitué. Ce tableau, ainsi que 5 autres, et une collection de porcelaine, enfin tous les biens de la famille qui avaient été spoliés. Il y a d'ailleurs un très joli film sur cette histoire. Voilà, j'ai fait cet article, mais ensuite le personnage d'Adèle ne m'a plus quittée. Je me suis posé deux questions. D'abord, pourquoi cette femme avait l'air si mélancolique, alors qu'elle avait au départ tout pour être heureuse. En tout cas, il semblait qu'elle avait tout pour être heureuse. Et ensuite, pourquoi c'est sa nièce qui s'était battue pour récupérer le tableau? Pourquoi il n'y avait pas de descendant direct? Donc toutes ces questions, je me les suis posées. J'ai aussi eu envie de savoir si elle avait eu une histoire, une liaison avec le peintre Klimt. Donc je suis allée à Vienne, j'ai cherché des éléments sur sa vie et j'ai ensuite comblé le reste par mon imagination. J'ai presque envie de dire que ce livre, ce roman, est presque, il est une biographie aussi, deux biographies jumelées. Celle d'abord de Gustav Klimt, ce peintre, ce héros de roman. Klimt, rappelons rapidement qui il est. Il est né en 62 à Vienne, 1862. Il est mort en 1918, toujours à Vienne. Il était le fils d'un artisan d'horreur. On retrouvera peut-être là une influence paternelle. Alors, d'horreur sans H, hein. Bien sûr. Déo et et non pas des apostrophages. Il a fréquenté d'abord le Künstlerhaus, qui est la maison des artistes à Vienne, puis il a créé son propre mouvement, un mouvement qui a fait sécession, d'où le nom de son mouvement, Sécession. Et il a été reconnu très vite comme l'un des grands peintres novateurs et le peintre de la femme, notamment. On peut se poser bien des questions sur son comportement, sur ce qu'il était, se demander d'abord s'il n'était pas une sorte de prédateur sexuel. On en parlera peut-être tout à l'heure davantage. Quant au deuxième personnage, qui est peut-être le premier de ce roman, Adèle, il s'agit d'Adèle Bloch-Bauer. Qui était cette femme? C'était l'épouse d'un industriel du sucre, Ferdinand Bloch, et qui avait un intérêt très très particulier pour les arts. Il était mécène, il aimait particulièrement les créateurs. Et il a commandé un jour le portrait de son épouse, Adèle, à ce peintre dont nous venons de parler, Gustav Klimt. Ils se sont rencontrés, elle a fréquenté l'atelier, et là, elle a vécu avec lui une relation très très particulière. Elle est devenue à la fois son modèle pour ce fameux tableau, la Joconde viennoise, c'est ainsi que certains l'avaient surnommé, son modèle, mais son égérie, son inspiratrice, peut-être aussi son amante, j'ai dit peut-être, on n'en sait rien. Et c'est cette rencontre que vous racontez dans ce roman, en même temps que l'exploration de l'âme de cette femme qui va être complètement bouleversée par cette rencontre. Est-ce que je dis juste dans ce que je fais? Voilà, c'est très juste. Mais vous en saurez un petit peu plus en le lisant, c'est-à-dire c'est bien, Gilles Laporte ne veut pas dévoiler le secret d'Adèle, mais à la fin il est effectivement dévoilé. Donc, qui est Adèle Bloch? Si vous voulez entrer davantage dans sa personnalité, c'est une femme qui est perturbée par des maternités malheureuses. 2 enfants sont morts en bas âge. Une 3e maternité n'est pas arrivée à son terme. Elle est profondément perturbée par cette situation et elle est aussi très imprégnée
d'une philosophie sociale dont son mari n'est pas imprégné de lui. Comment vit-elle ces conflits intérieurs? C'est-à-dire, vous le disiez, donc c'est une femme qui est née, elle aussi, dans un milieu extrêmement privilégié, et elle fait en plus un mariage de raison avec un homme plus âgé qu'elle, qui est, lui, encore plus fortuné que ne l'était son propre père. Donc, elle vit certes dans un hôtel particulier de 2000 mètres carrés, donc elle baigne dans un milieu des arts, de culture et de privilèges. Il faut voir ce que c'était cette petite communauté à Vienne au début du XXe siècle. On est dans la période d'après Sissi. On va à l'opéra, on va au théâtre, on va dans les cafés. Même les femmes vont dans les cafés, on lit les journaux, on refait le monde. Et c'est un moment intéressant au niveau historique parce que c'est à la fois la fin de l'ancien monde de cet empire austro-hongrois et, comme je le disais, de Sissi et de l'empereur. Mais c'est aussi l'arrivée du Nouveau Monde et tout ça va s'entrechoquer et va donner lieu à la Première Guerre mondiale. Donc je fais traverser Adèle toute cette période, puisqu'elle vit à travers ces années-là. Et quand elle rencontre alors après, donc c'est un moment où la femme n'est pas libre. Une jeune fille de très bonne famille comme elle ne va pas à l'école. Elle a des précepteurs qui viennent chez elle et elle se sent étriquée dans ce monde-là. Elle envie presque les femmes qui sont obligées d'aller travailler à l'usine, dans les usines de son mari, et qui permettent de sortir de chez elle et de se sentir utile à la société. Adèle, elle a un sentiment d'inutilité, plus encore lorsqu'elle perd ses enfants. Et donc elle se consacre aux autres, et comme vous le disiez, elle est empreinte de philosophie sociale, c'est-à-dire qu'elle a envie d'aider les plus défavorisés. Et Dieu sait si à Vienne, il y en avait beaucoup à ce moment-là, parce qu'il y avait un afflux de réfugiés d'Europe de l'Est, notamment les Juifs, qui venaient de provinces qui n'existent plus, de pays qui n'existent plus aujourd'hui, de Bohême, de Moravie, de Bucovine. Et donc elle va aider ces gens, autant qu'elle le peut, ce qui n'est pas forcément du goût de son mari. Je lis un court extrait. Avec plaisir. C'est un échange entre Ferdinand, son mari, et Adèle. Lui arrive et dit: nous avons eu une mauvaise nouvelle à la manufacture. Que s'est-il passé? Nous avons dû nous séparer d'une des ouvrières. Elle emportait chaque jour un peu de sucre caché dans son tablier. Vous n'avez donc pas de cœur, Ferdinand? Un rappel à l'ordre n'aurait-il pas suffi? Fallait-il vraiment chasser cette pauvre femme? Comment va-t-elle nourrir sa famille? Vous êtes-vous posé seulement la question? Ce vol est intolérable. Je connais vos idées sociales, mais nous devions donner l'exemple. Le contremaître s'en est chargé. Imaginez si tout le monde se permet cette liberté, nous finirions par devoir mettre la clé sous la porte. Vous exagérez, Ferdinand. Adèle ne veut pas s'opposer aux décisions de son mari, mais elle n'aime pas quand il se montre brusque envers ses employés. Comment cette femme va-t-elle faire vivre ses enfants désormais? Et qui sait si en rentrant, elle n'a pas eu à subir en représailles les coups d'un mari violent? En songeant à ses visites secrètes dans les faubourgs, elle revoit ses mères qui portent des traces de coups sur le visage, quand elles n'ont pas un bras ficelé dans une attelle. Le souvenir de ces tournées dans les bas quartiers la réconforte intérieurement. Voilà au moins un endroit où elle peut être utile. Réparer un peu de cette injustice qui sévit partout, y compris dans les manufactures de Ferdinand. Ferdinand, écoutez cela. Les femmes anglaises veulent voter à leur tour. Elles ont raison. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de donner notre avis sur la marche du monde? Ma chérie, s'exclame Ferdinand en pouffant, laissez-nous gérer toutes ces choses. Elles sont bien trop assommantes pour vous et vos amis. Au contraire, elles sont passionnantes. Qu'aurions-nous de moins, nous autres femmes, pour ne pas comprendre la politique et la marche du monde? Hein? Voudriez-vous vous mêler aussi des affaires militaires et un jour de la guerre? Je pensais que vous, au moins, auriez l'amitié de ne pas me prendre pour une écervelée. J'ai reçu une instruction, vous le savez bien. Mais là n'est pas le sujet, ma chérie. Ces questions requièrent un sang-froid que l'agent féminine ne possède pas. C'est ainsi, vous n'allez pas refaire l'humanité, nous partageons les mêmes opinions, n'est-ce pas? Ne voyez-vous pas que les choses bougent? Les femmes veulent se faire une place dans la société. Pourquoi serions-nous les citoyens de seconde classe, après tout? Vous me désespérez parfois. Vous manquez terriblement de modernité. Adèle, rebelle.
Oui, Adèle rebelle, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ancien monde et le nouveau monde. Donc Ferdinand, qui est lui à 20 ans de plus, qui est né à la fin, pas au milieu du 19e siècle, est tourné vers le passé, tandis qu'Adèle est tournée vers l'avenir. Donc elle est titillée par ces idées féministes qui viennent d'Angleterre. Et donc elle regarde avec envie ces femmes, les suffragettes, qui se battaient pour le droit de vote. Et est associé à son corps défendant, c'est pas elle qui a choisi de se rapprocher de Gustav Klimt, il est associé avec une autre forme de rebelle, mais cette fois en art. Oui, non, mais Klimt, à ce moment-là, est considéré à la fois comme un génie, mais quand il se tourne vers une peinture un peu plus moderne, un peu plus osée, il est à ce moment-là très critiqué. Il faut savoir qu'il y a même un vote au Parlement pour interdire les peintures de Klimt. Donc à partir de là, Adèle s'intéresse plus encore à sa peinture, parce qu'elle trouve qu'il est résolument moderne, et c'est ça qui l'intéresse. Alors que Ferdinand, lui, investit dans la peinture de Klimt parce qu'il sait que ça va être une valeur sûre dans les années qui viennent. Il agit en financier. Il le fait comme un investissement. Oui. Est-ce que cette rébellion va être partagée? Est-ce que c'est ce qui va les rapprocher au fond, Adèle et Klimt? Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils viennent de deux milieux différents. Vous le disiez, Klimt, lui, vient d'un milieu beaucoup plus défavorisé. Il est né dans les faubourgs. Il a perdu son père très jeune. Il est obligé d'aller travailler alors qu'il n'avait que 13 ans. Et donc, entre eux, c'est échange sur la façon dont tourne le monde. Et lui, il n'a pas cette idée arrêtée sur les femmes. Au contraire, sa peinture le montre. Ce qu'il a envie, c'est d'explorer non pas le corps de la femme, enfin pas seulement, mais l'âme féminine. Mais souvent à leur dépens, au dépens des femmes. Parce qu'il va tout de même dans la relation avec les femmes jusqu'à une sorte de possession qui dépasse les limites possibles, en tout cas autorisées. Non? Oui, c'est vrai que si on prend les peintres de cette époque-là, on peut regarder aussi la façon dont Rodin s'intéressait aux femmes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il se servent d'elles beaucoup. Le modèle était un objet? Le modèle était un objet, mais je dirais pas seulement quand même pour Klimt, dans la mesure où je disais, il avait envie d'approcher l'âme féminine, de pouvoir comprendre les femmes pour mieux les représenter. Klimt n'était pas marié. C'est vrai qu'il avait de nombreuses maîtresses, qu'il avait une très très mauvaise réputation, puisqu'il avait même dans son atelier une pièce qu'on appelait la réserve à filles. Il attendait des modèles, plus ou moins déshabillées, plus ou moins habillées, et qu'il allait choisir celle qu'il coucherait sur sa toile ou sur son divan. Donc il avait cette réputation-là, et à la fin de sa vie, on a compté 14 enfants illégitimes. C'est-à-dire 14 enfants illégitimes qu'on pouvait comptabiliser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres après. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait parler à son sujet de prédation sexuelle? Oui, bien sûr, mais voilà, mais on n'est plus à la même époque. Vous avez une phrase qui est... Ça fonctionne, donc il y a un problème de son. Vous avez une phrase qui m'a interrogé, je vous la relis, 265, et qui touche au comportement des journalistes. Ça vous fait sourire? Oui. Les journalistes ne savent-ils célébrer un génie autrement qu'en étalant leur culture? Que voulez-vous dire par là? Est-ce que c'est un jugement sévère sur la corporation dont vous faites partie? Encore une fois, on a changé d'époque. Et les journaux, au début du XXe siècle à Vienne, étaient primordiaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de télévision, peut-être les débuts un peu plus tard de la radio. Donc on lisait énormément de journaux, on se réunissait pour les lire ensemble, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'emphase à ce moment-là dans les journaux, c'est moins le cas aujourd'hui. On est beaucoup moins cultivés, nous les journalistes. Vous êtes-vous attaché davantage au personnage d'Adèle ou à celui de Gustave? Non, je me suis vraiment intéressée d'abord à Adèle. C'est un personnage de femme, c'est elle qui m'a intéressée au départ. C'était une femme libre, c'était une femme qui était en avance sur son temps, qui était intéressée par les idées modernes. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait. Mais ensuite, cette histoire qu'elle a eue avec Klimt, je ne la qualifie pas pour l'instant, pour ne pas trop dévoiler, m'a vraiment intéressée. Donc forcément, à travers cette histoire, il a fallu que je m'intéresse à Klimt, dont nous célébrons cette année le centenaire de la mort, et qui était un personnage à la fois fantasque, mais profond et intéressant. Vous avez une réflexion sur l'art dans ce livre qui est très intéressante, notamment l'art, la peinture, est-elle un moyen d'accéder à une forme d'éternité?
vous posez la question. Oui, bah, c'est le cas pour Adèle, c'est aussi ce qui m'a intéressé au départ, c'est-à-dire que ce tableau est l'un des plus reproduits au monde, l'un des plus connus au monde, ça a été le plus cher au monde quand il a été vendu en 2006. Il a atteint une somme incroyable de 135 millions de dollars et malgré tout, personne ne connaît Adèle. Donc voilà, cette opposition entre ces deux faits voilà, m'a intéressée, a attisé ma curiosité et j'ai envie de... Elle est éternelle, Adèle, puisqu'elle est sur cette toile qui sera reproduite encore pendant des siècles. Et donc j'ai voulu donner un contenu à cette éternité. Et on est à la frontière entre deux périodes. Vous parliez tout à l'heure de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. On y assiste parce qu'Adèle il participe quasiment à sa manière. Et puis on est dans l'entre-deux-guerres avec la montée du nazisme. Et ce tableau va connaître une destinée, vous l'avez à peine effleuré tout à l'heure, une destinée curieuse, puisqu'elle va être volée par les nazis. Et il va partir à travers le monde jusqu'aux États-Unis. Et là, vous avez quasiment fait une enquête policière pour retrouver ces traces. Ça, c'est vraiment le prologue, parce que moi, je me suis vraiment attachée à la vie d'Adèle. Elle est morte en 1925, donc elle n'a pas vu la montée du nazisme, mais sans doute a-t-elle pressenti. Elle était juive, elle vivait dans la communauté juive, elle a voulu se retirer de la religion, sans doute a-t-elle pressenti un certain nombre de choses. Voilà, mais ensuite, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé pour ce tableau et pour sa famille qui a dû fuir, qui a dû se réfugier aux États-Unis. La liaison entre Adèle et Klimt a duré combien de temps? Secret d'Adèle. Secret d'Adèle. Un jour, elle a éprouvé le besoin de rompre. On en dit trop. Pardon? On en dit trop. Non, alors j'en dis pas plus. Avez-vous des questions à poser à Valérie sur ce secret d'Adèle? C'est vrai qu'il est difficile de parler d'un livre qui comporte un secret sans trop le trahir. Avez-vous quelque chose à demander à Valérie? Vous n'avez pas lu encore, mais sur ce que nous avons dit. Il faut savoir ce que je n'ai pas dit sur Adèle, c'est que c'était une femme de la haute société viennoise et qu'elle recevait chez elle tous les génies de Vienne. Et Dieu sait s'il y en avait à cette époque-là, puisqu'elle recevait chez elle Gustav Mahler, le musicien. Freud, elle recevait Freud, Stefan Zweig, Schnitzler, donc toute la très haute société de Vienne venait chez elle. Donc elle était vraiment baignée dans un milieu d'art, d'intellectuels, d'écrivains, et elle aimait beaucoup ça. Elle lisait énormément, elle lisait le français aussi. D'ailleurs, elle porte un prénom français. Dans la haute société viennoise, autrichienne, allemande, on donnait des prénoms français. C'était très chic à l'époque. Donc presque toute l'Europe centrale à cette époque-là, y compris jusqu'en Russie. Tout à fait. C'était une pratique, la francophilie était très très répandue. Bon, voilà que on ne peut pas entrer davantage dans l'histoire. Nous n'allons pas entrer davantage dans l'histoire. Non, ce serait dommage. Nous avons réservé la curiosité de sorte à vous permettre d'entrer dans ce roman sans aucune idée préconçue. Merci Valérie. Merci beaucoup Gilles. Merci. Non. Moi, si je ne m'arrêtais pas, moi, j'aurais trahi.